Pendaison de crémaillère. En octobre, je m'en allais grappiller au marais de la rivière et m'en revenais avec des récoltes plus précieuses en beauté et parfum qu'en nourriture. Là aussi, j'admirais, si je ne les cueillis pas, les canneberges, ces petites gemmes de cire, pendant d'oreilles de l'herbe des marais, sorte de perles rouges que d'un vilain râteau le fermier arrache, laissant le marais lisse en un grincement de dents, les mesurant sans plus au boisseau, au dollar, vendant ainsi la dépouille des prés à Boston et New York. Destiné à la confiture, à satisfaire là-bas les goûts des amants de la nature. Ainsi les bouchers ratissent les langues de bison à même herbe des prairies, insoucieux de la plante déchirée et pantelante. Le fruit brillant de l'épine vinette était pareillement de la nourriture pour mes yeux seuls, mais j'amassai une petite provision de pommes sauvages pour en faire des pommes cuites, celles qu'avaient dédaignées le propriétaire et les touristes. Lorsque les châtaignes furent mûres, j'en mis de côté un demi-boisseau pour l'hiver. C'était fort amusant, en cette saison, de courir les bois de châtaigniers alors sans limite de Lincoln. Maintenant, ils dorment de leur long sommeil sous la voie de fer, un sac sur l'épaule et dans la main un bâton pour ouvrir les bogues, car je n'attendais pas toujours la gelée, en mit le bruissement des feuilles, les reproches à haute voix des écureuils rouges et des geais dont il m'arrivait de voler les fruits déjà entamés, attendu que les bogues choisis par eux ne manquaient pas d'en contenir de bons. De temps à autre, je grimpais aux arbres et les secouais. Il en poussait aussi derrière ma maison, et un grand qui l'abritait presque entièrement, une fois en fleurs, était un bouquet dont tout le voisinage se trouvait embaumé. Mais les écureuils et les geais s'attribuaient la majeure partie de ces fruits, les derniers arrivant en troupe dès le matin et tirant les noix des bogues avant qu'ils tombent. Je leur abandonnais ces arbres et m'en allais visiter les bois plus lointains, entièrement composés de châtaigniers. Ces noix, tout le temps de leur durée, étaient un bon succès d'année du pin. Maints autres succès d'année peut-être eût-on pu découvrir. Un jour, en bêchant à la recherche de vers d'hameçon, je découvris la noix de terre Apios tuberosa sur sa fibre, la pomme de terre des aborigènes, sorte de fruit fabuleux, que je commençais à douter d'avoir jamais déterré et mangé en mon enfance, comme je l'avais dit, et ne l'avais pas rêvé. J'avais souvent depuis vu sa fleur froncée de velours rouge, supportée par les tiges d'autres plantes, sans savoir que c'était elle. La culture est bien près de l'avoir exterminée. Elle a un goût sucré, un peu comme celui d'une pomme de terre gelée, et je la trouvais meilleure bouillie que rôtie. Ce tubercule semblait quelque vague promesse de la nature de se charger de ses propres enfants et de les nourrir, purement et simplement, ici, à quelque époque future. En ces temps de bétail à l'engrais et de champs onduleux de céréales, cette humble racine, qui fut jadis le totem d'une tribu indienne, se voit tout à fait oubliée, ou simplement connue pour son pampre fleuri. Mais que la nature sauvage règne ici de nouveau, et voilà les délicates et opulentes céréales anglaises disparaître probablement devant une myriade d'ennemis, pour, en l'absence des soins de l'homme, le corbeau reporter peut-être le dernier des grains de blé au grand champ de blé du dieu des Indes dans le sud-ouest, d'où il passe pour l'avoir apporté. Alors que la noix de terre, aujourd'hui presque exterminée, pourra revivre, prospérer en dépit des gelées et de l'absence de culture, se montrer indigène, enfin reprendre importance et dignité comme aliment de la tribu des chasseurs. Sans doute quelque Cérès ou Minerve indienne en fut-elle l'inventeur et le dispensateur. Et lorsque commencera ici le règne de la poésie, ses feuilles et son chapelet de noix se verront-ils représentés sur nos œuvres d'art. Déjà vers le 1er septembre, j'avais vu 2 ou 3 petits érables tourner à l'écarlate de l'autre côté de l'étang, au-dessous de l'endroit où 3 trembles faisaient diverger leurs troncs blancs à la pointe d'un promontoire, tout près de l'eau. Ah, que d'histoires comptaient leurs couleurs! Et peu à peu, de semaine en semaine, le caractère de chaque arbre se révélait, et l'arbre s'admirait dans l'image à lui renvoyer par le miroir poli du lac. Chaque matin, le directeur de cette galerie substituait quelques nouveaux tableaux que distinguait un coloris plus brillant ou plus harmonieux à l'ancien pendu au mur. Les guêpes vinrent par milliers à ma cabane en octobre, comme à des quartiers d'hiver,
et s'installèrent sur mes fenêtres à l'intérieur et sur les murs au-dessus de ma tête, faisant parfois reculer les visiteurs. Le matin, alors qu'elles étaient engourdies par le froid, j'en balayai dehors quelques-unes, mais je ne me mis guère en peine de m'en débarrasser. Je pris même pour compliment leur façon de considérer ma maison comme un souhaitable asile. Elles ne m'inquiétèrent jamais sérieusement, bien que partageant ma couche, et elles disparurent peu à peu dans je ne sais quelle crevasse, fuyant l'hiver, l'inexprimable froid. Comme les guêpes, avant de prendre définitivement mes quartiers d'hiver en novembre, je fréquentais le côté nord-est de Walden, dont le soleil, réfléchi des bois de pitch-pine et du rivage de pierre, faisait le coin du feu de l'étang. C'est tellement plus agréable et plus sain de se trouver chauffé par le soleil tant qu'on le peut que par un feu artificiel. Je me chauffais ainsi aux cendres encore ardentes que l'été, comme un chasseur en allée, avait laissées. Lorsque j'en vins à construire ma cheminée, j'étudiais la maçonnerie. Mes briques, étant d'occasion, réclamaient un nettoyage à la truelle, si bien que je m'instruisis, plus qu'il n'est d'usage, sur les qualités de briques et de truelles. Le mortier qui les recouvrait avait 50 ans et passait pour croître encore en dureté. Mais c'est là un de ces on-dit que les hommes se plaisent à répéter, vrai ou non. Ces on-dit-là croissent eux aussi en dureté pour adhérer plus fortement avec l'âge, et il faudrait plus d'un coup de truelle pour en nettoyer un vieux Salomon. Nombreux sont les villages de Mésopotamie construits de briques d'occasion de fort bonne qualité, tirées des ruines de Babylone, et le ciment qui les recouvre est encore plus vieux et probablement plus dur. Quoi qu'il en soit, je fus frappé de la trempe remarquable de l'acier qui résistait sans s'user à tant de coups violents. Comme mes briques avaient été déjà dans une cheminée, quoique je n'eusse pas lu sur elles le nom de Nabuchodonosor, je choisis autant de briques de foyer que j'en pus trouver, pour éviter travail et perte, et remplis les espaces laissés entre elles à l'aide de pierres prises à la rive de l'étang. Je fabriquais en outre mon mortier à l'aide du sable blanc tiré du même endroit. C'est au foyer que je m'attardais le plus, comme à la partie la plus vitale de la maison. Vraiment, je travaillais de propos si délibérés que, bien qu'ayant commencé à ras du sol le matin, une assise de briques érigée de quelques pouces au-dessus du plancher me servit d'oreiller le soir. Encore n'y attrapais-je pas le torticolis, autant que je m'en souvienne. Mon torticolis est de plus ancienne date. Vers cette époque, je pris en pension, pour une quinzaine de jours, un poète, lequel j'eus grand embarras à caser. Il apporta son couteau, bien que j'en eusse deux, et nous les nettoyions en les fourrant dans la terre. Il partagea mes travaux de cuisine. J'étais charmé de voir mon œuvre s'ériger par degrés avec cette carrure et cette solidité, réfléchissant que, si elle avançait lentement, elle était calculée pour durer longtemps. La cheminée est jusqu'à un certain point un édifice indépendant qui prend le sol pour base et s'élève à travers la maison vers les cieux. La maison a-t-elle brûlé que parfois la cheminée tient debout et que son importance comme son indépendance sont évidentes. Cela se passait vers la fin de l'été. Voici que nous étions en novembre. Déjà, le vent du nord avait commencé à refroidir l'étang, quoiqu'il fallut bien des semaines de vent continu pour y parvenir, tant il est profond. Lorsque je me mis à faire du feu, le soir, avant de plâtrer ma maison, la cheminée tira particulièrement bien, à cause des nombreuses fentes qui séparaient les planches. Encore passai-je quelques soirs heureux dans cette pièce fraîche et aérée, environnée des grossières planches brunes remplies de nœuds et de poutres avec l'écorce là-haut, au-dessus de la tête. Ma maison, une fois plâtrée, ne me fut jamais aussi plaisante, bien qu'elle présentât, je dois le reconnaître, plus de confort. Toute pièce servant de demeure à l'homme ne devrait-elle pas être assez élevée pour créer au-dessus de la tête quelque obscurité où pourrait la danse des ombres se jouer le soir autour des poutres? Ces figures sont plus agréables aux caprices et à l'imagination que les peintures à fresques ou autres embellissements, quelque coûteux qu'ils soient. Je peux dire que j'habitais pour la première fois ma maison le jour où j'en usais pour y trouver chaleur autant qu'abri. J'avais une couple de vieux chenets pour tenir le bois au-dessus du foyer
et rien ne me sembla bon comme de voir la suie se former au dos de la cheminée que j'avais construite, de même que je tisonnais le feu avec plus de droit et de satisfaction qu'à l'ordinaire. Mon logis était petit, et c'est à peine si je pouvais y donner l'hospitalité à un écho, mais il semblait d'autant plus grand que pièce unique et loin des voisins. Tous les attraits d'une maison étaient concentrés dans un seul lieu. C'était cuisine, chambre à coucher, parloir et garde-manger. Et toutes les satisfactions que parents ou enfants, maîtres ou serviteurs tirent de l'existence dans une maison, j'en jouissais. Caton déclare qu'il faut au chef de famille, pater familias, posséder en sa ville la champêtre cellam oleariam, vinariam dolia multa, uti lueat caritatem expectare et rei et virtuti et gloriae erit. Ce qui veut dire une cave pour l'huile et le vin, maint tonneau pour attendre aimablement les heures difficiles, ce sera à ses avantages, honneur et gloire. J'avais dans mon cellier une rasière de pommes de terre, 2 cartes environ de pois, y compris leur charançon, sur ma planche un peu de riz, une cruche de mélasse, et pour ce qui est du seigle et du maïs, un pec de chacun. Je rêve parfois d'une maison plus grande et plus populeuse, debout dans un âge d'or de matériaux durables et sans travail de camelote, laquelle encore ne consistera qu'en une pièce, un hall primitif, vaste, grossier, solide, sans plafond ni plâtrage, avec rien que des poutres et des ventrières pour supporter une manière de ciel plus bas sur votre tête, bonne à préserver de la pluie et de la neige, où les kings et les queen posts se tiennent dehors pour recevoir votre hommage quand vous avez payé respect au Saturne prosterné d'une plus ancienne dynastie en franchissant le seuil. Une maison caverneuse, à l'intérieur de laquelle il faut élever une torche au bout d'un bâton pour prendre un aperçu des combles, où les uns peuvent vivre dans la cheminée, d'autres dans l'embrasure d'une fenêtre, d'autres sur des bancs, tels à une extrémité du hall, tels à une autre, et tels en l'air sur les poutres avec les araignées, si cela leur chante. Une maison dans laquelle vous êtes dès que vous en avez ouvert la porte d'entrée et que la cérémonie est faite, où le voyageur fatigué peut se laver, manger, causer, dormir, sans poursuivre aujourd'hui plus loin sa route. Tel abri que vous seriez content d'atteindre par une nuit de tempête, contenant tout l'essentiel d'une maison et rien du train de maison, où d'un regard s'embrassent tous les trésors du logis, où pend à sa patère chaque chose nécessaire à l'homme, à la fois cuisine, office, parloir, chambre à coucher, chambre aux provisions et grenier, où se peut voir telle chose aussi nécessaire qu'un baril ou une échelle, aussi commode qu'un buffet, et s'entendre le pot bouillir, où vous pouvez présenter vos respects au feu qui cuit votre dîner, ainsi qu'au four qui cuit votre pain. Une maison dont les meubles et ustensiles indispensables sont les principaux ornements, d'où l'on ne bannit la lessive, ni le feu, ni la bourgeoise, et où il arrive qu'on vous prie de vous écarter de la trappe si la cuisinière descend à la cave, grâce à quoi vous apprenez où le sol est solide ou creux au-dessous de vous, sans frapper du pied. Une maison dont l'intérieur est tout aussi ouvert, tout aussi manifeste qu'un nid d'oiseau, et où l'on ne peut entrer par la porte de devant pour sortir par la porte de derrière, sans apercevoir quelqu'un de ses habitants. Où être un hôte consiste à recevoir en présent droit de cité au logis, non pas à se voir soigneusement exclu de ses 7/8, enfermé dans une cellule à part et invité à vous y croire chez vous, en prison cellulaire. De nos jours, l'hôte ne vous admet pas à son foyer, mais a pris le maçon pour vous en construire un quelque part dans sa ruelle, et l'hospitalité est l'art de vous tenir à la plus grande distance. La cuisine est entourée d'autant de mystères que s'il avait dessein de vous empoisonner. Je sais être allé sur le bien fond de plus d'un homme, et que j'aurais pu m'en voir légalement expulsé, mais je ne sache pas être allé en la maison de beaucoup d'hommes. Je pourrais rendre visite, sous mes vieux vêtements, à un roi et une reine qui vivraient simplement en telle maison que j'ai décrite, si je passais de leur côté. Mais sortir à reculons d'un palais moderne sera tout ce que je désirerais apprendre si jamais l'on me pince en l'un d'eux. On dirait que le langage même de nos parloirs
perd de son énergie pour dégénérer tout à fait en parlotte, tant nos existences passent loin de ces symboles, tant nécessairement ces tropes et métaphores sont apportées de loin, par des passes et monte plats, pour ainsi dire. En d'autres termes, tant le parloir est loin de la cuisine et de l'atelier. Le dîner même n'est en général que la parabole d'un dîner, comme si le sauvage seul vivait assez près de la nature et de la vérité pour leur emprunter un trope. Comment peut le savant, qui habite là-bas dans le territoire du Nord-Ouest ou l'île de Man, dire ce qu'il y a de parlementaire dans la cuisine? Pourtant, je n'ai guère vu plus d'un ou deux de mes hôtes avoir jamais le courage de rester manger avec moi quelques puddings à la minute. Car lorsqu'ils voyaient approcher cette crise, ils préféraient employer la minute à battre en retraite comme si la maison allait en trembler jusqu'en ses fondations. Néanmoins, elle résista à un grand nombre de puddings à la minute. Je ne plâtrai que lorsque le temps fut devenu glacial. À cet effet, j'apportai de la rive opposée de l'étang dans un bateau du sable plus blanc et plus propre, genre de transport qui m'eût engagé à aller beaucoup plus loin s'il l'eût fallu. Ma maison, en attendant, s'était vue couverte de bardeaux jusqu'au sol, de chaque côté. En l'attendant, je pris plaisir à me trouver capable d'enfoncer chaque clou d'un simple coup de marteau et mis mon ambition à transférer le plâtre de l'établi au mur avec autant de propreté que de rapidité. Je me rappelais l'histoire d'un garçon prétentieux qui, sous de belles frusques, flânait jadis à travers le village en donnant des conseils aux ouvriers. Se hasardant un jour à passer de la parole à l'action, il retroussa le bas de ses manches, s'empara de l'établi du plâtrier, et après avoir chargé sa truelle sans mésaventure, avec un regard complaisant en l'air vers le latage, fit dans cette direction un geste hardi, pour sans plus tarder, à sa parfaite confusion, recevoir le contenu en son sein tuyauté. J'admirais de nouveau l'économie et la commodité du plâtrage, qui non seulement interdit accès au froid de façon si efficace, mais prend un beau fini et apprit les divers accidents auxquels est exposé le plâtrier. Je fus surpris de voir à quel point les briques avaient soif, qui n'attendirent pas, pour en absorber toute l'humidité, que j'eusse égalisé mon plâtre, et ce qu'il faut de seaux d'eau pour baptiser un nouveau foyer. J'avais, l'hiver précédent, fabriqué une petite quantité de chaux en brûlant les coquilles de l'Unio fluviatilis, que produit notre rivière, pour le plaisir de l'expérience, de sorte que je savais d'où provenaient mes matériaux. J'eusse pu me procurer de bonnes pierres à chaux à moins d'un mile ou deux, et procéder à sa cuisson moi-même, pour peu que je m'en fusse soucié. L'étang, sur ces entrefaites, avait crémé dans les baies les plus ombreuses et les moins profondes, quelques jours, sinon quelques semaines, avant la congélation générale. La première glace, dure, sombre et transparente, est tout particulièrement intéressante et parfaite. Elle présente en outre la meilleure occasion qui s'offre jamais d'examiner le fond en sa partie la plus élevée, car vous pouvez vous étendre de tout votre long sur de la glace dont l'épaisseur ne dépasse pas un pouce, comme un insecte patineur sur la surface de l'eau, pour à loisir étudier le fond, à 2 ou 3 pouces seulement de distance, comme une peinture derrière une glace, et l'eau nécessairement, toujours alors, est dormante. Le sable y présente mince sillon, indiquant qu'un être a voyagé de côté et d'autre pour revenir sur ses pas, et en guise d'épave, il est jonché de fourreaux de verre Cadiz, formés de menus grains de quartz blanc. Il se peut que ce soit eux qui l'aient fripé, car l'on trouve de leurs fourreaux, dans les sillons, tout profonds et larges qu'ils soient à faire pour ces animaux. Mais la glace elle-même se voit l'objet du plus vif intérêt, quoiqu'il vous faille saisir la plus prochaine occasion pour l'étudier. Si vous l'examinez de près le matin qui suit une gelée, vous découvrez que la plus grande partie des bulles d'air, qui tout d'abord paraissaient être dedans, sont contre la surface inférieure, et que continuellement il en monte d'autres du fond. C'est-à-dire que tant que la glace est restée jusqu'ici relativement solide et sombre, vous voyez l'eau au travers. Ces bulles sont d'un 80e à un 8e de pouce de diamètre, très claires et très belles, et l'on y voit le reflet de son visage à travers la glace. Il peut y en avoir 30 ou 40 au pouce carré. Il y a aussi déjà dans la glace même des bulles étroites,
oblongue, perpendiculaire, d'un demi-pouce environ de long, cône pointu au sommet en l'air, ou plus souvent, si la glace est tout à fait récente, de toutes petites bulles sphériques, l'une directement au-dessus de l'autre, en rang de perles. Mais ces bulles intérieures ne sont ni aussi nombreuses, ni aussi transparentes que celles du dessous. Il m'arrivait parfois de lancer des pierres sur la glace pour en essayer la force, et celles qui passaient au travers y portaient avec elles de l'air, qui formait au-dessous de fort grosses et fort apparentes bulles blanches. Un jour que je revenais au même endroit à 48 heures d'intervalle, je m'aperçus que ces grosses bulles étaient encore parfaites, quoique la glace eût épaissi d'1 pouce, comme me permit de le constater clairement la soudure au tranchant d'un morceau. Mais les 2 jours précédents ayant été fort chauds, sorte d'été de la Saint-Martin, la glace n'avait plus pour le moment cette transparence qui laissait voir la couleur vert sombre de l'eau ainsi que le fond, mais était opaque et blanchâtre ou grise, et quoique 2 fois plus épaisse, ne se trouvait guère plus forte qu'auparavant, car les bulles d'air s'étant largement gonflées sous l'influence de cette chaleur et fondues ensemble, avaient perdu leur régularité. Elles n'étaient plus droites l'une au-dessus de l'autre, mais souvent comme des pièces d'argent répandues hors d'un sac, l'une en partie superposée sur l'autre, ou en minces écailles comme si elles occupaient de légers clivages. C'en était fini de la beauté de la glace, et il était trop tard pour étudier le fond. Curieux de savoir la position que mes grosses bulles occupaient par rapport à la glace nouvelle, je brisai un morceau de cette dernière, lequel en contenait une de taille moyenne, et le tournai, sans dessus-dessous. La glace nouvelle s'était formée autour de la bulle et sous elle, de sorte que celle-ci se trouvait retenue entre les 2 glaces. Elle était tout entière dans la glace de dessous, mais tout contre celle du dessus, et de forme aplatie, ou peut-être légèrement lenticulaire, à tranche arrondie, d'1/4 de pouce d'épaisseur sur 4 pouces de diamètre, et je fus surpris de m'apercevoir que, juste au-dessous de la bulle, la glace était fondue avec une grande régularité en forme de soucoupe renversée, à la hauteur de 5/8 de pouce au milieu, ne laissant là qu'une mince séparation entre l'eau et la bulle, d'à peine 1/8 de pouce d'épaisseur. En maint endroits, les petites bulles de la séparation avaient crevé par en bas, et il n'y avait probablement pas de glace du tout sous les plus grandes bulles qui avaient 1 pied de diamètre. Je conclus que le nombre infini de toutes petites bulles que j'avais d'abord vues contre la surface inférieure de la glace avait maintenant gelé dedans pareillement, et que chacune, selon sa force, avait opéré comme un ver ardent sur la glace de dessous, pour la fondre et la pourrir. Ce sont là les petits canons à air comprimé qui contribuent à faire craquer et geindre la glace. Enfin, l'hiver commença pour de bon, juste au moment où je venais d'achever mon plâtrage, et le vent se mit à hurler autour de la maison, comme si jusqu'alors on ne l'y eût autorisé. Nuit sur nuit, les oies s'en venaient d'un vol lourd dans l'obscurité, avec un bruit de trompette et un sifflement d'ailes. Même après que le sol se fut recouvert de neige, les unes pour s'abattre sur Walden, les autres d'un vol bas rasant les bois dans la direction de Fairhaven, en route pour le Mexique. Plusieurs fois, en revenant du village, à 10 ou 11 heures du soir, il m'arriva d'entendre le pas d'un troupeau d'oies ou encore de canards, sur les feuilles mortes, dans les bois, le long d'une mare située derrière ma demeure, mare où ces oiseaux étaient venus prendre leur repas, et le faible « honk » ou « quack » de leur guide, tandis qu'ils s'éloignaient en hâte. En 1845, Walden gela d'un bout à l'autre pour la première fois la nuit du 22 décembre. L'étang de Flint et autres étangs de moindre profondeur ainsi que la rivière étant gelés depuis 10 jours ou davantage. En 46, le 16. En 49, vers le 3. Et en 50, vers le 27 décembre. En 52, le 5 janvier. En 53, le 3 décembre. La neige couvrait déjà le sol depuis le 25 novembre et mettait soudain autour de moi le décor de l'hiver. Je me retirai encore plus au fond de ma coquille, faisant en sorte d'entretenir bon feu dans ma maison, comme dans ma poitrine. Mon occupation, au dehors maintenant, était de ramasser le bois mort dans la forêt pour l'apporter dans mes mains ou sur mes épaules,
quand je ne traînais pas un pin mort sous chaque bras jusqu'à mon hangar. Une vieille clôture de forêt qui avait fait son temps fut pour moi de bonne prise. Je la sacrifiai à Vulcain, car c'en était fini pour elle de servir le dieu Therme. Combien l'événement est plus intéressant du souper de l'homme qui vient de sortir dans la neige pour chercher, non, vous pouvez dire voler, le combustible destiné à la cuisson de ce souper. Suaves alors ces aliments. Il y a assez de fagots et de bois perdus de toute espèce dans les forêts qui saignent la plupart de nos villes pour entretenir nombre de feux, mais qui actuellement ne chauffent personne et, suivant certains, nuisent à la croissance du jeune bois. Il y avait aussi le bois flottant de l'étang. Au cours de l'été, j'avais découvert tout un train de billes de pitchpine avec l'écorce, clouées ensemble par les Irlandais lors de la construction du chemin de fer. Je le tirais en partie sur la rive. Après 2 années d'immersion, puis 6 mois de repos au sec, il était parfaitement sain, quoique saturé d'eau passait toute possible dessiccation. Je m'amusais un jour d'hiver à le faire glisser morceau par morceau à travers l'étang, sur presque un demi-mile d'étendue, en patinant derrière avec l'extrémité d'une bille de 15 pieds de long sur l'épaule, l'autre extrémité portant sur la glace, où je réunis plusieurs billes ensemble à l'aide d'un lien de bouleau, puis, avec un lien de bouleau ou d'aulne plus long, muni d'un crochet, leur fis exécuter le même parcours. Quoiqu'entièrement saturées d'eau et presque aussi lourdes que du plomb, non seulement elles brûlèrent longtemps, mais firent un excellent feu. Bien plus, je crus qu'elles brûlaient d'autant mieux que trempées, comme si le goudron, emprisonné par l'eau, brûla plus longtemps, ainsi que dans une lampe. Gilpin, dans son exposé des riverains de forêt d'Angleterre, déclare que les empiètements des contrevenants et les maisons et clôtures ainsi élevées sur les lisières de la forêt étaient considérés comme de véritables fléaux par l'ancienne loi forestière et sévèrement punis sous le nom de pourpréture, comme contribuant ad terrorem ferrarum ad nocumentum forestoe, etc., à l'épouvante du gibier et la détérioration de la forêt. Mais j'étais plus intéressé à la conservation de la venaison et du couvert que les chasseurs ou les bûcherons, tout autant que si j'eusse été Lord Warden en personne. Et s'en trouva-t-il brûler quelque partie, alors que moi-même y avais mis le feu par accident, que j'en témoignais un chagrin de plus de durée et plus inconsolable que celui des propriétaires. Que dis-je? Je m'affligeais s'il m'arrivait de voir les propriétaires eux-mêmes y porter la hache. Je voudrais que nos fermiers, lorsqu'ils abattent une forêt, ressentent un peu de cette crainte respectueuse que ressentaient les premiers Romains lorsqu'ils en venaient à éclaircir quelques bocages sacrés, lucum conlucare, ou à y laisser pénétrer la lumière, c'est-à-dire croient qu'elle est consacrée à quelque dieu. Le Romain faisait une offrande expiatoire et formulait cette prière: « Quelque dieu ou déesse sois-tu, à qui ce bocage est consacré, sois-moi propice ainsi qu'à ma famille, à mes enfants, etc. » La valeur que l'on accorde encore au bois, même à cette époque-ci et dans ce pays neuf, est à remarquer, une valeur plus immuable et plus universelle que celle de l'or. Après toutes nos découvertes et inventions, nul homme ne passera indifférent devant un tas de bois. Il nous est aussi précieux qu'il l'était à nos ancêtres saxons et normands. S'ils en faisaient leurs arcs, nous en faisons nos crosses de fusil. Michaud, il y a plus de 30 ans, déclare que le prix du bois de chauffage à New York et à Philadelphie égale presque et quelquefois surpasse celui du meilleur bois à Paris, quoiqu'il en faille annuellement à cette immense capitale plus de 300 000 cordes, et qu'elle soit entourée sur un rayon de 300 miles de plaines cultivées. En cette commune-ci, le prix du bois monte presque de façon constante, et toute la question est: combien coûtera-t-il de plus cette année que l'an passé? Les ouvriers et les commerçants qui s'en viennent en personne à la forêt sans autre but sont sûrs d'assister à la vente de bois et de payer même fort cher le privilège de glaner après le bûcheron. Il y a maintenant nombre d'années que les hommes hantent la forêt en quête de combustible et de matériaux pour les arts. Le néo-anglais et le néo-hollandais, le parisien et le celte, le fermier et Robin Hood, Goody Blake et Harry Gill,
Dans presque toutes les parties du monde, le prince et le paysan, le lettré et le sauvage demandent encore également à la forêt quelques branches pour les chauffer et pour cuire leurs aliments. Non plus qu'eux ne m'en passerai-je. Il n'est pas d'homme qui ne regarde son tas de bois avec une sorte d'amour. J'aimais avoir le mien devant ma fenêtre, et plus il y avait de copeaux, plus cela me rappelait de bonnes journées de travail. Je possédais une vieille hache que nul ne revendiquait, avec laquelle par moments, les jours d'hiver, du côté ensoleillé de la maison, je m'amusais autour des souches que j'avais tirées de mon champ de haricots. Comme mon homme en charrette l'avait prophétisé le jour où je labourais, elle me chauffait 2 fois, d'abord lorsque je les fendais, ensuite lorsqu'elles étaient sur le feu, de sorte que nul combustible n'eût pu fournir plus de chaleur. Pour ce qui est de la hache, je reçus le conseil de la faire repasser par le forgeron du village, mais je me passai de lui, et l'ayant munie d'un manche en noyer tiré des bois, la fis aller. Si elle était émoussée, du moins était-elle bien en main. Quelques tronçons de pain gras constituaient un véritable trésor. Il est intéressant de se rappeler ce que recèlent encore de cet aliment du feu les entrailles de la terre. Les années précédentes, j'étais allé souvent en chercheur d'or sur quelques versants dépouillés, jadis occupés par un bois de pitchpine, en extirper les racines de pain gras. Elles sont presque indestructibles. Des souches vieilles de 30 ou 40 ans au moins auront encore le cœur sain, alors que l'aubier aura passé à l'état de terre végétale, comme on le voit aux écailles de l'écorce épaisse qui forment un anneau à ras de terre, distant de 4 ou 5 pouces du cœur. Avec la hache et la pelle, vous explorez cette mine et suivez la réserve de moelle, jaune comme de la graisse de bœuf, ou comme si vous étiez tombé sur une veine d'or, enfoncée dans la terre. Mais en général, j'allumais mon feu avec les feuilles mortes de la forêt mises en réserve par moi sous mon hangar avant l'arrivée de la neige. L'hickory frais, finement fendu, fait l'allume-feu du bûcheron lorsque ce dernier campe dans les bois. De temps en temps, je m'en procurais un peu. Lorsque les villageois allumaient leur feu par-delà l'horizon, moi aussi je faisais savoir aux divers habitants sauvages de la vallée de Walden, grâce à la banderole de fumée qui sortait de ma cheminée, que je veillais. Light winged smoke, Icarian bird, melting the pinions in the upward flight, lark without song and messenger of down, circling above the hamlets as the nest, or else departing dream and shadowy form of midnight vision, gathering up the skirts. By night star veiling and by day, darkening the light and blocking out the sun. Go through my incense upward from this earth, and ask the gods to pardon this clear flame. Le bois tout vert, frais coupé, quoique j'en use peu, servait mieux qu'aucun autre mes dessins. Il m'arrivait parfois, dans les après-midi d'hiver, de laisser un bon feu en partant pour me promener, et lorsque je rentrais 3 ou 4 heures plus tard, je le retrouvais encore vif et flambant. Ma maison n'était pas restée vide, quoique je m'en fusse allé. On eût dit que j'avais laissé derrière moi quelques joyeux gardiens. C'était moi et le feu qui vivions là, et généralement mon gardien se montrait fidèle. Un jour cependant, que j'étais en train de fendre du bois, l'idée me vint de jeter un simple coup d'œil à la fenêtre pour voir si la maison n'était pas en feu. C'était la seule fois que je me rappelle avoir ressenti une inquiétude particulière à ce sujet. Je regardai donc et vis qu'une étincelle avait atteint mon lit, sur quoi j'entrai et l'éteignis au moment où elle venait de faire un trou déjà grand comme la main. Mais ma maison occupait un emplacement si ensoleillé, si abrité, et son toit si bas était, que je ne connus pas de jour d'hiver au milieu duquel je ne pusse me permettre de laisser le feu s'éteindre. Les taupes nichaient dans mon cellier, grignotant une pomme de terre sur 3, et même là trouvant à faire un lit douillet d'un peu de crin resté après le plâtrage et de papier d'emballage. Car il n'est pas jusqu'aux animaux les plus agrestes qui, tout autant que l'homme, n'aiment le confort et la chaleur. Et s'ils survivent à l'hiver, ce n'est que grâce aux mesures de précaution qu'ils prennent. Certains de mes amis semblaient dire que si je venais dans les bois, c'était pour y geler. L'animal, lui, se contente de faire un lit qu'il chauffe de son corps dans un endroit abrité. Mais l'homme, ayant découvert le feu,
renferme de l'air dans un appartement spacieux et le chauffe, au lieu de se voler lui-même en fait son lit, dans lequel il peut se mouvoir, dépouiller de plus encombrants vêtements, maintenir une sorte d'été au cœur de l'hiver, au moyen de fenêtres même admettre la lumière, et grâce à une lampe, prolonger le jour. Ainsi fait-il un pas ou deux au-delà de l'instinct et ménage-t-il un peu de temps pour les beaux-arts. Quoique tout mon corps, lorsque je m'étais trouvé de longues heures exposé aux plus rudes rafales, commençât à s'engourdir, dès que j'atteignais la clémente atmosphère de ma maison, je ne tardais pas à recouvrer mes facultés et prolonger ma vie. Mais l'homme le plus luxueusement abrité n'a sous ce rapport guère d'orgueil à en tirer, pas plus que nous avons à nous mettre en peine de méditer sur la façon dont peut la race humaine finir par disparaître. Il serait aisé de lui trancher le fil n'importe quand, à l'aide d'un petit souffle du nord un peu plus aigu. Nous continuons à prendre date de vendredis glacés et de grande neige, mais il suffirait d'un vendredi un peu plus glacé ou d'une neige un peu plus grande pour mettre un terme à l'existence de l'homme sur le globe. L'hiver suivant, je me servis d'un petit fourneau de cuisine, par économie, puisque je ne possédais pas la forêt. Mais il ne conservait pas le feu aussi bien que la grande cheminée. La cuisine fut alors, la plupart du temps, non plus un procédé poétique, mais simplement un procédé chimique. On ne tardera pas à oublier, en ce temps de fourneaux économiques, que nous avions coutume de cuire les pommes de terre sous la cendre, à la mode indienne. Le fourneau non seulement prenait de la place et portait odeur dans la maison, mais il dissimulait le feu, et c'était comme si j'eusse perdu un compagnon. On peut toujours voir un visage dans le feu. Le travailleur, en y plongeant le regard le soir, purifie ses pensées des scories de la poussière terrestre qu'elles ont accumulées durant le jour. Or, je ne pouvais plus m'asseoir pour regarder dans le feu, et ces paroles appropriées d'un poète me revinrent avec une force nouvelle. Never, bright flame, may be denied to me. The dear life-imaging, close sympathy. What but my hopes shot upward here so bright? What but my fortunes sunk so low in night? Why art thou banished from our heart and all? Thou who art welcomed and beloved by all. Was the existence then too fanciful for our life's common light, who are so dull? Did the bright gleam mysterious conserve old with our congenial souls, secrets too bold? Well, we are safe and strong, for now we sit beside a hearth where no dim shadow flit, where nothing cheers, nor saddens, but a fire warms feet and hands, nor does to more aspire, by whose compact utilitarian heap the present may sit down and go to sleep, nor fear the ghosts who from the dim past walked, and with us by the unequal light of the wood fire talked.